tu peux voir que j'ai fait un bénéfice de 4 000 $ sur la journée. Allez, mode sport. Je suis pas très McDo en vrai d'avoir tous ces problèmes-là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc maintenant, pour te parler un petit peu de l'analyse technique. Donc déjà, j'ai envie que tu comprennes que l'analyse technique, elle est venue par après. Yo, salut YouTube, c'est Andrew. On se retrouve. On est actuellement le 10 juillet 2026. Il est actuellement 12h30, presque 24. Je viens de terminer ma journée de trading, ma journée sur les indices. Et comme c'est vendredi, je ne vais pas chercher d'opportunités sur le Forex. Pourquoi? Parce que tout simplement, en Asie, en Australie, c'est déjà fermé. Et par contre, je vais te montrer, d'ailleurs, je vais te montrer avec… je vais tourner la caméra. Je vais te montrer avec l'application parce que pour moi, ce sera plus simple au montage. Donc, au niveau des filtres, je te mets toujours la journée d'aujourd'hui. Tu peux voir que j'ai fait un bénéfice de 4 000 $ sur la journée. Donc, c'est plutôt sympa. Comme je t'ai expliqué dans mon précédent vlog, tu dois avoir des petits gains, des petites pertes ou alors des gros gains. Et tu ne dois pas avoir de grosses pertes. Jamais. Ça, c'est l'important, c'est de jamais faire n'importe quoi, jamais faire de la merde. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu vas avoir besoin de soit des petits gains, soit des gros gains pour remonter. Et au final, si tu avais juste respecté ton management, le temps nécessaire pour revenir au point de départ, il t'aurait déjà propulsé beaucoup plus haut. Donc ça, c'est une question de discipline sur le long terme. Donc là, comme je t'ai dit, il est 12h26. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la voiture. Je vais aller manger un petit bout. Je vais aller chercher une crasse à manger. Ça fait plaisir. C'est vendredi. La journée a été profitable. J'ai encore un petit peu de travail, mais rien de très chronophage. Dans 2 heures, il y a la Belgique qui joue contre l'Espagne. Donc, à mon avis, je vais me poser à la piscine tranquillement et peut-être regarder le match. En attendant, là, je vais aller manger un petit bout. Donc, direction Costa. Je t'emmène avec moi. D'ailleurs, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que ce vlog, je vais le faire un petit peu plus à la cool, un petit peu moins de montage que sur les autres vlogs, comme si tu étais avec moi en fait, comme si tu étais à côté, on a pris 4 000 ensemble, on va manger un truc ensemble. Un petit peu moins de montage, donc dis-moi si tu aimes bien ce format ou si tu préfères les vlogs un petit peu plus travaillés. Comme ça, c'est vraiment l'occasion de faire un petit format un petit peu plus naturel pour une fois. Et alors, c'est un petit peu chiant parce que je suis super haut dans les étages du parking. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a personne à côté de moi et il n'y a quasi personne. Parce que comme tu peux voir, la Panamera, elle fait presque 5 mètres. Je crois que je fais 4 mètres 97. Donc là, je dépasse. Et ici, je suis contre en fait. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que je sois tout seul, que je sois haut. Parce que du coup, j'ai quasi personne. Comme c'est le dernier étage, il y a 2, 3, 4 voitures ici et c'est tout. Mais dans l'ensemble, je suis tranquille parce qu'il n'y a quasi pas de passage. Ils m'ont proposé de bouger. L'administration de l'immeuble est vraiment superbe. C'est incroyable. Ils m'ont proposé de me descendre si je voulais. Mais comme je dépasse et tout, au final, j'ai dit bon, j'ai juste plusieurs demi-étages comme ça à descendre à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu contraignant, on va dire. Mais bon, dans l'ensemble, on ne peut pas se plaindre. Parce que je préfère nettement être tout seul. Au moins, il n'y a personne qui risque de toucher ma voiture. Je préfère parce qu'ici, Panama, je crois que je t'avais déjà expliqué, mais c'est un petit peu sport. D'ailleurs, au niveau des routes à Panama, tout le monde m'avait dit ouais, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors, c'est pas parfait. Comparé à la Belgique, en vrai, c'est presque similaire. Mais en fait, je vais bouger le micro. Voilà, donc en fait tout le monde m'avait prévenu pour les routes panaméennes qui sont éclatées, tout ça. En vrai de vrai, c'est le même niveau que la Belgique sur la capitale. Dans le reste du pays, c'est autre chose. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est toutes les intersections. Donc c'est quand tu montes sur une route, quand tu montes sur un échangeur, quand tu passes d'une route à une autre, quand tu montes sur un parking, quand tu sors d'un endroit. Et ça, franchement, c'est super bas. La Panamera, à chaque fois, l'avant, je le tape, le milieu, il frotte. C'est pas la meilleure voiture la plus adaptée en vrai de vrai. Mais bon,
On va pas se plaindre. Mais bon, en vrai, il y a pire dans la vie. Donc là, vamos. Et je vais t'emmener avec moi un petit peu en mode tourisme. Donc si tu connais pas Panama, tu vas découvrir dans cette vidéo. Let's go. Et en vrai de vrai, il y a quand même pas mal de voitures sympas dans mon immeuble. Bon, tu vas me dire logique. Mais en fait aussi, ce qu'il y a avec Panama, c'est que déjà, je sais même pas si c'est possible de faire des crédits pour acheter des bagnoles. À mon avis, ça doit être possible, mais genre pour les locaux. Comme ici, c'est beaucoup des expats. On voit beaucoup des voitures locales malgré tout. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, genre des gros Land Cruiser Prado. On n'en voit jamais en fait en Europe. Alors qu'ici à Panama, franchement, tu secoues un cocotier, tu en as 5 qui tombent. Voilà, et une fois que je suis sorti de mon parking, je peux allumer les valves. En vrai, la caisse, elle fait pas tant de bruit que ça. Donc c'est le V6. Je me pose la question, est-ce que je mets une ligne? En vrai, sur une Panamera, c'est pas ultra pertinent, mais juste pour le kiff. Et en fait, pourquoi je mets pas les valves dans le garage? Et malgré tout qu'elle fasse pas énormément de bruit, déjà comme ça, elle fait sonner les voitures dans le parking. Donc déjà comme ça, c'est un petit peu sport. Là, je vais te filmer un petit peu la route en mode vlogueur. Comme ça, tu vois un peu la réalité. Là, je suis dans les bouchons. Au passage ici. Et là, ici, si tu te demandes, parce que Panama, il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent les quartiers, les trucs, les tchaks. Donc ici, c'est le quartier de Bella Vista. Donc c'est un quartier assez sympa. Il y a beaucoup d'expats qui habitent dans le quartier ici. Il n'y a pas autant d'expats que sur Pacifica par exemple, quoique. Mais en fait c'est bien parce que tu as tous les meilleurs restos ici à disposition. Pacifica c'est canon, mais c'est canon genre si... Ah ouais, aussi la priorité de droite à Panama ça n'existe pas. Donc c'est toujours le premier qui y va. Et en fait c'est canon Pacifica, mais le truc c'est que en dehors de trucs résidentiels, il n'y a pas grand chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, j'habite donc dans ce quartier ici, à Bella Vista. En fait, c'est trop bien parce que j'ai tous les meilleurs restos de la ville presque dans ma rue. J'ai les meilleurs cafés, les meilleurs bars, j'ai tout. Et alors, pour le reste, souvent, quand ça va sortir, ça va sortir au Casco. Le truc un petit peu chiant, c'est qu'un petit peu à l'américaine, il y a beaucoup de routes, elles sont en sens unique uniquement. Donc quand tu dois sortir, bouger quelque part, tu dois un peu chipoter. Le livreur fou. J'étais pas d'humeur à ce qu'il me fasse le rétroviseur. Dinguerie. Parce que pour faire 8 km, il me dit 30 minutes. En vrai de vrai, quand il n'y a pas de bouchon de Costa à Casco, qui doivent être genre les deux extrémités, en 15 minutes, c'est plié. En nuit comme ça, quand il n'y a personne, à mon avis, en 15 minutes, c'est plié. Là, je vais prendre ici à droite, sur la calle 50. Elle me fait un peu penser à Los Angeles, la calle 50. Plus loin, il y a des écrans, des LED et tout. Genre, ça me fait un peu penser à ça. C'est un des axes principaux de la ville aussi. Et alors, ce qui est excellent, je ne sais pas si tu vois, la camionnette qui est devant, Organica là. En fait, à Panama, c'est vraiment une industrie et une économie de service. Donc en fait, si ici tu arrives à gagner ta vie correctement, tu arrives rapidement à avoir un lifestyle et une qualité de vie assez exceptionnelle parce qu'en fait, la qualité et les services qui te sont proposés à prix défiant toute concurrence, en fait, l'offre, elle est énorme. Alors qu'en Belgique, Paris, à la limite, si tu payes très cher, tu peux avoir des services comme ça. Mais en Belgique, te faire livrer autre chose que de la nourriture, et encore, il faudrait que tu habites sur Bruxelles ou dans des villes quand même d'une certaine taille, tu ne vas pas avoir d'offres. Ici, tu peux tout te faire livrer, tu peux tout avoir à la maison. C'est ultra efficient. Donc là, ici, j'ai pris la bagnole parce que ça me fait plaisir. J'avais envie de sortir, j'avais envie de prendre l'air. Mais en vrai de vrai, si tu veux être chez toi ultra productif, genre c'est parfait comme endroit. Au début, je m'étais dit, je bouge à Panama, il n'y a pas de distraction, je vais bosser. En vrai de vrai, il y a quand même des distractions. Surtout quand tu commences à rencontrer des gens, quand tu te fais des potes, tout ça.
au final, la ville, elle bouge tous les jours. Elle ne bouge pas pareil tous les jours. C'est surtout vendredi, samedi que les Panaméens ils sortent. Mais en vrai, quand tu as plusieurs cercles, tous les jours il se passe quelque chose, tous les jours il y a une activité. Donc ça n'arrête jamais en fait. Et là ici je suis sur la Calle 50, donc la rue 50. Là tu vois le Tornillo qui est genre la tour la plus connue de Panama à mon avis. Les mecs ils passent vraiment près. Hein. Je crois qu'il y en a un qui va me faire un rétroviseur une fois. C'est le jeu, tu vas me dire. Mais voilà. Et là ici il faut que je bouge sur la droite bientôt. Voilà, on est enfin un peu sorti des bouchons. Et par contre à Panama, faut jamais se mettre sur la bande de droite. Il y a toujours des merdes sur la route. Donc moi je me mets jamais là-bas. Sauf quand genre j'ai pas le choix. Mais c'est tout le temps plein de merde. Genre là, ceux qui connaissent, est-ce que ça vous fait pas un peu penser à Los Angeles? Et ici on arrive sur San Francisco. Donc San Francisco c'est trop bien. Il y a aussi plein de restos super bons. Donc c'est un bon quartier où être parce que c'est les bonnes adresses. Et là on voit pas, mais derrière juste là il y a Bentley. Il y a quand même quelques grosses voitures sur Panama. Le truc c'est qu'avec un spectre d'Européens, genre on se rend pas compte. Parce qu'en fait c'est beaucoup des voitures japonaises. Donc il y a beaucoup par exemple de Land Cruiser, des Prado, des trucs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir en Europe. Je sais même pas s'ils sont commercialisés. Et après il y a aussi une tonne de voitures chinoises là. Comme là on en voit partout. En même temps je crois que ça coûte 20 ou 30 000 neuf. Avec 7, 9 ans de garantie, des trucs comme ça. Donc en vrai c'est imbattable. Et en vrai je crois que le rapport qualité-prix il est pas mal. Hein. Moi je préfère les allemandes, mais en vrai de vrai, je crois que c'est pas mal ce qu'ils proposent. Parce qu'en fait quand tu prends un Uber, tu as toujours une voiture chinoise. Un Jetour, une Geely, des trucs comme ça. Et au final, il y en a certaines qui sont vraiment quali. Et franchement c'est pas mal hein. Pour le rapport qualité-prix ce que ça propose, genre l'Europe elle doit s'inquiéter. Et ça c'est à cause des dirigeants. Quand on regarde les critères, les trucs à la con qu'ils ont imposés sur les usines, sur les taux, les normes de CO2, machin bidule, alors que le reste du monde en a rien à foutre, genre c'est grave quand même. Genre l'Europe a littéralement saboté l'industrie automobile qui représentait une grosse portion du PIB, notamment de l'Allemagne, et maintenant genre ces pays-là, ils sont dans la merde, quoi. Je viens de remarquer qu'en fait, il me fait prendre par... Donc là, je vais à Costa. Donc Costa del Este, c'est genre Brickell. Pour ceux qui connaissent Miami, c'est genre la nouvelle partie, entre guillemets, qu'ils sont en train de développer, en train de construire. Et en fait, la grosse autoroute qu'on voit partout sur la mer, entre Pacifica et Costa, je pensais que j'allais passer par là, mais en fait, il me fait prendre par ailleurs. Donc en vrai c'est pas plus mal. Wow, par contre ici, bon, et c'est pas un chiffre de moi, mais j'entends partout tout le monde qui dit que le tourisme là il est en train de prendre sur Panama. Ça commence à m'intéresser. Moi je commence à bien me renseigner, tant au niveau des zones qu'au niveau de la gestion, qu'au niveau des... pour faire ça bien en fait. Pour faire ça bien, quand tu rentres dans un pays comme ça, il faut connaître les règles. Tout ne marche pas comme en Belgique, tout ne marche pas comme en Europe. Faut savoir où tu mets les pieds. Et ici, par contre, le gros challenge, ça n'a pas l'air d'être la construction. Ou peut-être au niveau des permis d'obtention. Ou peut-être en Europe, on aurait des soucis sur l'obtention des permis, la construction, des trucs comme ça, des autorisations. Beaucoup d'administratifs, beaucoup de paperasse. Ici, ça n'a pas l'air d'être tant un problème que ça. Alors, faut le faire propre, mais... Dans l'ensemble, si tu es bienveillant, que tu montes un bon projet, normalement ça le fait. Par contre, le gros problème ici de ce qu'on me dit, c'est sur le management. Donc évidemment, tu te doutes bien que tu ne vas pas gérer un hôtel de 15, 20, 30 chambres tout seul.
Donc il te faut du staff, il te faut du personnel de chambre, il te faut des équipes techniques, il te faut même des bras droits. Et en fait ici ça a l'air d'être le gros problème. Alors ça se trouve, hein, c'est comme partout, parce qu'il y a des établissements qui tournent et qui tournent très très bien. Mais la question c'est, est-ce que tu as envie, par rapport au rendement, d'avoir tous ces problèmes-là? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que genre, est-ce que tu vas aller faire tout ça pour 10 000 balles si au final ça ne change pas grand-chose, et si les 10 000 balles, tu dois sacrifier, moi que tu sais, j'ai d'autres sources de revenus. Je fais pas que de l'IMO, je fais pas que du trading. Donc si genre je peux plus trader et que je dois passer tout mon temps à gérer un hôtel pour que ça me rapporte 10 000 balles, l'arbitrage il va peut-être pas être très smart. Donc c'est toutes des choses et des réflexions que je suis en train d'avoir. Parce que, oula, je sais pas ce qui se passe. Ici ils roulent comme des oufs, hein. Ils s'en foutent. Ici il n'y a aucune règle, priorité ça n'existe pas. C'est le Far West dans tous les sens. Alors en vrai de vrai, pouvoir dépasser dans tous les côtés, ça j'aime bien. Parce qu'en Belgique, dépasser que par la gauche, en vrai c'est chiant. Il y a toujours un escargot sur la file de gauche. Ici, tu peux, tant qu'il y a un endroit, tu peux passer. Et les mecs s'y attendent à ce que tu déboules de n'importe où. Donc tout le monde garde sa ligne. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pro. Mais la priorité de droite, ça, en vrai de vrai, c'est quand même pas mal. Mais il n'y a pas. Donc il faut juste le savoir. Et une fois que tu le sais, bah, tu fais avec, quoi. Et ici, j'étais jamais venu. Je crois qu'ici, c'est Coco Del Mar. Je crois. Et en fait, du coup, le gros autoroute qui passe sur la mer, il est là à droite. On le verra pas à mon avis, mais il est là sur la droite. Genre là, ça freine, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est Coco Del Mar ici. Je viens de voir. Et d'ailleurs, en plus, j'ai encore le nez bouché. Je ne sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, je suis jamais malade. En Belgique, je suis jamais malade. Là, en vrai de vrai, j'ai chopé un rhume. Ça doit faire 2 semaines que je me le trimballe. Ouais, lui, il m'a fait une dinguerie. Ça doit faire 2 semaines que je me le trimballe. Et en plus, genre, j'ai chopé une indigestion, je sais pas quoi, en début de semaine. Donc là, depuis le début de semaine, en fait, j'ai quasi pas mangé. Parce que je suis en mode tranquille. Parce que j'ai pas envie de manger trop et de me remettre dans les problèmes, genre. En vrai, les routes, c'est similaire à la Belgique. Tout le monde parle des routes au Panama, mais personne parle des routes en Belgique. C'est catastrophique. En Wallonie, surtout. Moi, je viens de Wallonie. Ok, et là, du coup, ouais, là-bas, c'est Costa. Les tours qu'on voit au loin, ça, c'est Costa. Et à droite, ici, si je dis pas de bêtises, ça, c'est ça. C'est Panama Viejo. Donc, en fait, la première ville de Panama, c'était ici, au tout début. Genre en 1400, 1500, 1600. Et en fait, il y a un pirate qui est peut-être un des pirates les plus connus au monde d'ailleurs, Capitaine Morgan, celui qui a donné son nom au rhum. Et ben c'est lui qui a attaqué la ville ici, parce que Panama c'est une ville de pirates, hein. Et c'est ça que j'aime bien en termes de DA, en termes d'ambiance, c'est que c'était une ville de pirates il y a 500 ans et aujourd'hui c'est encore une ville de pirates. Les profils qui viennent à Panama City, c'est des killers. C'est les mecs qui sont pas là pour blaguer. À la limite, Dubaï, tu sais jamais. Panama, si le mec il est venu à Panama, il y a une raison. Il sait pourquoi. Et ça, je kiffe. Et du coup, ouais, là on voit les ruines. Moi je les vois en tout cas, je sais pas si toi tu vas les voir. En fait, du coup, Capitaine Morgan a attaqué l'ancienne ville de Panama. Donc ça l'a complètement détruit. Ils ont brûlé et tout, total la guerre. Et suite à ça, en fait, donc ils ont été reconstruire plus loin, où maintenant c'est le Casco Viejo et où maintenant c'est devenu la zone un petit peu touristique. Il y a tous les Américains, tous les Canadiens, ils sont tous là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a quelques chouettes restos, il y a des chouettes hôtels. Et en plus de ça, il y a tous les rooftops et tout. Donc souvent pour la noche, c'est là-bas que ça se passe. Pourtant, il y a 10, 15, 20 ans, c'était vraiment pas un endroit où mettre les pieds. Genre ça tirait à la mitraillette dans le casco. Il y a même eu les Américains qui sont intervenus et tout. Genre c'était la vraie guerre civile. Et maintenant c'est tranquille. Donc là,
J'arrive gentiment. J'étais jamais fait. Souvent, je prends l'autoroute. L'autoroute, il y a un péage. Et genre, c'est plus rapide, c'est mieux. Et ici, je sais pas, Waze, il m'a fait passer par ici. Genre là, tu vois, il y a toujours des petites merdes sur la route. Donc, quand je peux, j'essaye de mettre un petit coup de volant, mais c'est pas toujours possible. Franchement, habiter en Amérique latine, c'est un délire. Hein. Là, tu as vu la rue, tu passes de tout au tout. Des fois, tu as des tours de fous furieux. Genre à Pacifica, tu as des tours de fous furieux. C'est des apparts en millions de dollars. Et à 100 mètres à vol d'oiseau, je te mens pas, tu as un bidonville. Le contraste, c'est vraiment ce que tu avais en géographie quand tu étais gamin, là. Tu sais, où tu avais la piscine. Je crois que c'est au Brésil, cette photo. Où tu as la piscine et à côté, tu as les favelas. Et ben, c'est exactement ça. Genre ici, il y a vraiment ça aussi. Et ici, genre j'explore quoi. J'étais jamais venu. Il faut que j'explore un petit peu plus le pays. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te prenne avec moi une fois en mode vlog où faut que j'aille à la plage. Parce que aussi ce que les gens ils savent pas, c'est qu'à Panama, il y a les plus belles plages du monde. Elles sont devant les Maldives, elles sont devant tout plein de trucs. Mais comme c'est des régions autonomes, genre le gouvernement panaméen, il a dit ok ça c'est aux indigènes, on n'y touche pas. Ils administrent eux-mêmes la région et que eux, genre l'argent, je ne vais pas dire ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Et ben en fait, ils développent pas ça. Tandis que si c'était genre ouvert au public, ouvert aux entreprises et un marché libre, je peux te garantir que Amman ils y seraient, Four Seasons ils y seraient et que tu verrais ça partout, devant l'Arabie Saoudite, devant les Maldives, devant le Costa Rica. En vrai de vrai, Panama ça éclate le Costa Rica. Pour moi, sur tous les critères. Sur la monnaie, sur la qualité de vie, sur la sécurité, sur les paysages. Pour moi, c'est un niveau au-dessus. Là, je sais pas où je suis. Là, j'arrive à Costa. Mais je sais pas, je suis jamais venu par ici. Et là, tu vois, à Costa, c'est aussi tous des appartes. Costa, c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Il y en a qui adorent parce qu'en fait, c'est aseptisé. Donc, quand tu es sur Costa del Este, en vrai de vrai, je peux te dire, tu es à Fort Lauderdale. Costa del Este, c'est vraiment Fort Lauderdale. Et tu vois, sur la gauche, tu as des maisons un peu plus modestes, un peu plus traditionnelles, panaméennes, tranquilles. L'avantage de Costa del Este, c'est que si tu aimes bien marcher et que ça te dérange de regarder où tu vas, les trottoirs, ils sont nickel en fait. Donc ça c'est bien si genre t'as un chien, c'est facile, c'est agréable pour eux. Mais pour le reste, Costa, je suis pas ultra fan. Je trouve que c'est un petit peu trop loin de l'action. Peut-être que si genre je restais chez moi toute la journée. Ah, il y a Ducati ici. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour en vrai. Dites-moi dans les commentaires si j'achète une moto pour Panama City. Déjà là, je vois des deals passer. J'ai pas vu beaucoup de Ducati. Par contre, une Ducati en sportive ici, c'est sûr que tu n'as plus de poignée. C'est sûr que Ducati sportive ici, tu peux regretter. Mais il y a aussi beaucoup de MV Agusta. Je vois beaucoup de MV Agusta à vendre. Mais ça, niveau fiabilité, MV Agusta, déjà en Europe, c'est chiant. Alors sur Panama, non merci. C'est canon par contre. Et là, je suis dans les bouchons. J'en ai encore pour 3 minutes et puis j'arrive. Donc là, hop, on arrive à destination en vrai. On va y arriver en vrai. Ça aura fait la petite sortie du vendredi. Vous allez entendre le magnifique espagnol. Hola. Hola, buena. Una menu Big Mac, por favor. Una menu Big Mac con Coca-Cola, por favor. Adicional. No, está bien. Gracias. J'ai rien compris. Quand tu comprends rien, le petit gracias, il passe toujours bien. Ça, c'est la règle d'or. Il faut que je le regarde. Ils ont toujours des bordures de fou dans les McDonald's. En vrai, dans les restos, les trucs comme ça, si tu viens genre de Dubaï, si tu viens de Monaco, Paris, Londres, où ça bouge, c'est rapide, c'est bien fait. Panama, c'est différent. Là, tu vas me dire, je vais au McDo, donc du calme, c'est vrai, mais
tous les mecs qui roulent en voiture un peu puissante, ils connaissent pourquoi je mets l'ouverture de ce côté-là. Bon, et là, ici, par contre, c'est la guerre. S'insérer, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, Costa, je vais me poser sur l'aileron de la Panamera. On dirait GMK, frérot. Je vais tester un peu, voir ce que vaut le Big Mac panaméen. Je suis pas très McDo en vrai. En Belgique, on avait Quick. Je préférais ça 1000 fois. Et là, c'est la première fois que je viens à Costa del Este. Je viens jamais. Et quand je viens, c'est le dimanche. Non, en vrai, c'est pas mal. Et je crois que tu le vois passer derrière moi, au niveau des caisses. Les gens qui vivent à Costa, c'est vraiment un public européen. C'est que des caisses européennes, écoles européennes, supermarchés européens. Et là, tu vois, c'est sympa. Ici, derrière moi, tu vois, il y a toute une promenade. Et c'est bien parce que c'est un peu plus clean, c'est un peu plus européen que Cinta Costera. Donc si tu veux vraiment marcher au calme, en mode nature, ici c'est peut-être même un peu mieux. Donc tu vois pas la mer. Et pourtant là, il y a des crocodiles quand même. Hein. Parce que dans les entrées, la semaine dernière, donc juste là, ouais, là tu vois pas très bien, mais juste là, il y a des entrées d'immeubles en fait. Genre, attends, je vais peut-être tourner la caméra, je vais te montrer. Tu vois, tu as des immeubles toute la longueur en fait. Et là, ici dans la rue, ils ont trouvé un crocodile. Donc genre, c'est quand même un peu sportif. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de la voiture là. J'ai des stickers que je dois enlever sur la voiture que j'ai eu de l'ancienne propriétaire. Il faut que je les enlève. Ici, il me manque le C. Oups, je filme pas au bon endroit. Ici, il me manque le C. Donc je vais remplacer. Je ne sais pas encore si je remplace en chrome ou si je le mets en noir pour faire un look vin rouge noir, vin rouge chrome. Parce que j'ai vu la même couleur avec ça en chrome. Et en vrai, c'était pas mal. Moi, de base, je suis pas ultra chrome. Mais il y a des voitures. Ça passe trop bien, je trouve. Donc, on va voir un peu ce que ça dit. Moi, je suis venu pour la première fois à Panama en 2024. Costa del Este. Là, il y a au moins 3 tours en plus en 1 an et demi. Et les autres parcelles, les autres terrains, il y a déjà les panneaux comme quoi ça va arriver. Donc, ils vont bientôt faire les fondations, bientôt avancer. À mon avis, d'ici 5 à 10 ans, c'est peut-être ici que tout va se passer. Actuellement, c'est beaucoup des bureaux, beaucoup des grosses sociétés, des internationales, des multinationales. Et à côté, on a toutes les gated communities, justement pour accueillir cette offre d'expatriés, les vrais expatriés. Moi, en pratique, en vrai, si on veut être sur les mots, je ne suis pas un expatrié, je suis un immigré. Bon, ça ne me dérange pas. Le résultat est le même. Et alors aussi, j'aimerais bien trouver un car wash là. J'en ai vu un tout à l'heure et j'aurais peut-être dû m'arrêter en fait. Parce que j'ai pas été, la voiture, en fait comme il a plu une fois ou deux dessus, genre il y a des petites traces dessus. Voilà. D'ailleurs je vais refaire une vidéo présentation de la voiture. Au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera peut-être déjà sortie. Mais je vais refaire une vidéo présentation de la voiture parce que dans la première vidéo on voyait rien. Et genre j'ai eu plusieurs questions sur la voiture, donc je vais en parler plus en détail. En plus j'adore les caisses. Et là en vrai de vrai du coup, il est moins 20. Donc je vais bouger, je vais aller à la casa pour regarder le match. Allez, mode sport. En fait j'aime bien parce que la Panamera, entre le mode normal où c'est genre une petite classe S et c'est confort, et le mode sport, il y a quand même une différence. Donc ça te permet d'être chill, tranquille quand tu veux être chill, tranquille, et ça te permet d'avoir un peu de sportivité quand tu as envie d'envoyer un peu plus. Allez, là je viens de rentrer. Du coup la Belgique elle est en train de jouer depuis genre 10 minutes.
je vais rentrer, je vais me poser et je vais aller regarder à la piscine. On va me rejoindre là pour regarder en bonne compagnie. C'est rare, d'habitude je regarde jamais le foot, vraiment je m'en fous. Mais là, genre juste comme c'est la Coupe du Monde, que je suis au Panama, c'est la piscine et tout, genre c'est good vibe. C'est sympa de le regarder ici. T'es pas chez toi dans ton fauteuil comme une larve ou à boire des bières je sais pas où sur un parking. La mayoría de los apellidos belgas proceden de ascendencia neerlandesa, flamenca. Bon voilà, je viens de rentrer. La Belgique a perdu évidemment. Genre ils n'ont pas bien joué. Donc ici, je vais t'emmener avec moi. On va aller faire un récap sur la position de ce matin pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Avant ça, on va s'occuper du tigre. Et du coup, je t'emmène avec moi pour faire un débrief de cette position. Donc, c'était un achat sur, sur le S&P 500. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran et je vais te laisser la caméra là. Comme ça va te permettre d'avoir en fait les deux vues. Ok, donc voilà, on se retrouve ici donc sur mon ordinateur. Aujourd'hui, je vais te partager ma position que j'ai prise. Donc, c'était un achat sur le S&P 500. Il faut savoir que donc moi, comme d'habitude, je m'étais présenté sur les marchés pour faire mon analyse, faire mon travail ce matin. Donc 8h30 heure Panama, 9h30 heure de New York. Et j'avais rien vu de spécialement intéressant. J'avais vu quelques setups qui potentiellement m'intéressaient. Je suis toujours pas rentré sur le Forex. Là, ça fait 3 semaines, un mois que j'ai pas pris de position sur le Forex. C'est pas grave, comme je te dis, il faut savoir attendre ses trains, attendre ses opportunités. C'est pas parce que je vois des gens qui prennent des positions sur Instagram, sur YouTube, que moi je dois forcément faire pareil. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je le faisais, ça me donnait envie de rentrer en position. Et donc ici, tiens, par contre, je vais peut-être te redimensionner la fenêtre. Voilà, j'espère que ça n'a pas tout modifié chez toi, mais je vais te redimensionner la fenêtre, comme ça tu as les prix. Je vais la mettre comme ça, à mon avis. Voilà, comme ça, tu auras au moins les prix pour référence. Et donc, en fait, ce matin, je n'avais pas spécialement de scénario, mais je restais à l'affût. Alors, depuis quelques jours, on avait déjà des signes, des annonces que les cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, ils étaient, j'ai pas envie de dire bancal, mais peut-être que potentiellement, ils étaient sur la sellette et ils n'étaient pas aussi solides qu'on le pense, on le voit depuis le début. Les États-Unis, il y a un double discours entre ce qui se passe officiellement et réellement. Et alors, donc en fait, qu'est-ce que j'ai observé? Donc déjà, le gros mouvement, la grosse bougie que je vais te highlight ici, de 10h32, ouais ça c'est du 1 minute, c'est un peu petit, 10h30, 10h40 ici, 10h30, c'était en fait un commentaire de Donald Trump qu'il a posté sur son réseau social Truth Social. Alors moi, si tu te poses la question, comment j'ai été averti à la minute de ce qu'il avait dit, c'est tout simplement parce que j'ai un squawk. Donc moi, par exemple, j'utilise Financial Juice. Et Financial Juice, dans, je dirais, la minute, ils ont posté en fait son tweet dans son intégralité en rouge. Donc je savais que ça allait être important. J'ai compris ce qui était en train de se passer. Et le tweet de Donald Trump, c'était le deal, le cessez-le-feu avec l'Iran ne tient plus, n'est plus d'application. Et donc à ce moment-là, dans la minute, dans les 5-10 minutes qui ont suivi, panique générale. Panique, c'est un grand mot, mais je te grossis le trait pour que tu comprennes bien la réflexion qu'il y a eu derrière. Mais donc en gros, panique générale. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça tient plus, le cessez-le-feu, il marche plus, c'est de nouveau la guerre. Et donc tout le monde a vendu les indices, tout le monde a vendu la bourse d'une manière générale. Et alors, d'ailleurs, on peut même aller voir le pétrole maintenant, ça peut être intéressant parce que je n'ai même pas checké. Ouais, d'ailleurs, on voit ici, donc à 10h30, on voit que le pétrole, il a spike. Je vais te le mettre en rouge ici aussi, comme ça tu comprends bien. Donc on voit que le pétrole, il a spike également et donc c'est vraiment un moment d'euphorie sur le pétrole et de, je vais dire, de pessimisme sur les indices. Mais
comme tu peux voir, ça n'a pas fait un gros mouvement, ça n'a même pas créé une tendance, ça n'a rien fait. Qu'est-ce que ça a fait au final? Ça a fait une mèche uniquement. Pourquoi? Parce qu'au final, ce mouvement, il n'était pas justifié. C'est, on va dire clairement, c'est la merde entre les États-Unis et l'Iran depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas nouveau. Donc, est-ce que le tweet de Donald Trump, au final, est-ce que c'est une nouveauté? Non. Au final, on le savait. Donc, c'était déjà price dans le prix. Et donc, au final, si tu regardes par rapport avant l'annonce, on tradait 29 720 environ. Oula, pardon. Ouais, on tradait environ 29 720. On est descendu 29 500, je t'arrondis. Et ensuite, on est venu clôturer à 29 800. Donc tu te rends bien compte qu'au final, le range, ça reste un range tout à fait acceptable et tout à fait commun par rapport à une journée. C'est juste qu'il y a eu ce moment de pessimisme extrême sur les indices et qui, selon moi, immédiatement, j'ai compris qu'il n'était pas justifié. Que derrière, la data, alors on le sait, mais l'inflation, elle reste là. Justement, donc si le conflit continue, peut-être que le pétrole, il va reprendre. D'ailleurs, on a vu l'appréciation du pétrole reprendre d'une manière assez importante. Si ça se maintient dans le temps, on va voir l'inflation se prolonger, on va voir les taux d'intérêt augmenter, ce genre de choses. Et donc, pour moi, c'était vraiment pas justifié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand c'était pas justifié? Alors là, je suis rentré sur une unité de temps vraiment très courte parce que tout simplement, si tu rentrais pas sur une unité de temps très courte à ce moment-là, tu n'allais jamais rentrer. Je ne suis pas rentré sur le S&P 500, je suis rentré sur le Nasdaq. Et donc, une fois que j'ai compris que ce mouvement, il n'était pas justifié, il n'avait pas lieu d'être, tout simplement, on était sous-évalué. Si par exemple, toi, tu es en train de faire tes courses au Carrefour, au Leclerc, où tu veux, où tu vas faire tes courses, on s'en fout, c'est pas ça la question. Et que tu es dans le rayon viande, et que tout d'un coup, il y a une mamie qui crie « N'achetez pas de la viande, elle est périmée », tout ça. Bon, tu te doutes bien que pendant 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, tout le monde qui est dans le même rayon, qui a entendu la vieille dame, ils vont se dire je vais peut-être pas en acheter parce que je sais pas, peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit et peut-être que si tu avais un steak en main, tu vas le reposer. Et en gros, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, ici, la situation est différente puisque on n'est pas dans un rayon de supermarché où c'est des rumeurs. L'information, elle est publique, elle est complète. Toi, tu as accès aux chiffres des États-Unis, tu as accès aux chiffres de ce qui se passe avec l'Iran. Alors peut-être pas tout, tu n'es pas secrétaire militaire, mais tu as quand même accès à pas mal d'informations et donc ça te permet de te faire le billet. Et donc quand on a vu les indices chuter, tu étais en droit de te poser la question, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça vaut son prix ou pas? Parce que peut-être que le boucher, quand la mamie elle a crié, plus personne n'en prend, je fais moins 50%. Et toi à ce moment-là, si tu sais que tu as vu les vaches, tu ne vas pas te dire non, elles sont maltraitées puisque toi tu les as vues. Et donc toi, tu as l'information sur le marché des États-Unis, sur le marché boursier, tu sais ce qui se passe. Et donc quand tu as vu les indices chuter, tu savais que c'était une promo, tu savais que c'était une bonne affaire. Et c'est exactement de cette manière-là et pour cette raison que je suis rentré en position aujourd'hui. Donc maintenant, pour te parler un petit peu de l'analyse technique. Donc déjà, j'ai envie que tu comprennes que l'analyse technique, elle est venue par après et que ici, je vais te montrer un des outils que j'ai utilisé dans mon arsenal de trader afin de pouvoir utiliser et capitaliser sur cette position. Maintenant, le plus important et ce que je veux que tu comprennes, c'est que j'aurais pu travailler d'une autre manière. Peut-être que tu travailles d'une autre manière, peut-être que tes graphiques sont différents. Moi, mes graphiques, ils ne ressemblent pas tout le temps à ça, mais ici, j'ai choisi d'utiliser ça. Si par exemple, tu es artisan, si tu es embauché pour accrocher un cadre, tu ne vas pas aller avec ton marteau-piqueur. Ici, c'est la même méthodologie que j'ai appliquée. Donc, je viens de regarder ces traders. Moi, je suis rentré à 11h10, donc c'est-à-dire sur cette bougie ici, celle-ci là que je vais t'entourer. Hop, voilà. Et je suis sorti à 16 ici. Alors, pourquoi je suis sorti ici? Tout simplement parce que j'ai été chercher le plus haut. Et le plus haut, comme tu peux le voir, c'était la mèche qu'il y avait juste ici en haut, qu'on avait créée justement avant cette annonce économique. Donc au final, quand on aura retrouvé ce point, on revient à la normale, puisque ça ici, je te rappelle que ça, cette bougie ici, c'est l'annonce de Donald Trump qui disait que le cessez-feu ne tient plus. Je vais d'ailleurs te l'écrire. Tac. Voilà, donc ça ici, c'était l'annonce de Donald Trump qui disait que le cessez-feu ne tient plus. Et donc, on a eu tout ce mouvement, comme je t'ai expliqué,
j'ai pas trouvé légitime, j'ai pas trouvé spécialement pertinent. Et alors, pourquoi je suis rentré d'un point de vue technique? En fait, donc comme tu peux le voir, ici on a toute cette zone de support résistance. Donc on a résistance ici. Ici, on a un peu de mouvement et ensuite, on a de nouveau un petit support ici. Ici, on a cassé. Et donc, moi, ma réflexion, c'était quoi? C'était de mettre un buy stop juste au-dessus de cette zone et que le moment où on allait la passer, eh bien, à ce moment-là, j'allais être entré et j'allais être exécuté dans la position. Au niveau de mon stop loss, je l'avais réduit juste un petit peu, voilà, 1,56 de risk reward, c'est exactement ça que j'avais. Et donc, en fait, comme tu peux voir, la position, elle a été directement à mon take profit sans pratiquement aucun drawdown. Juste ici, on a bougé un petit peu légèrement, mais tu l'as vu, on n'est pas sorti de ma box de résistance que j'avais dessinée, donc ça ne m'a absolument pas dérangé. Et dans tous les cas, quand tu rentres sur des unités de temps, là je te rappelle, c'est du 1 minute, c'est extrêmement court. Tu n'as pas le temps en fait de faire ça. Donc c'est soit tu calcules correctement ton risque et tu l'acceptes, donc tu acceptes de te prendre moins 1 R. Ici par exemple sur cette position, j'étais confiant sur ma méthodologie, sur mon analyse, sur mon interprétation. Donc, je suis rentré avec un risque complet et c'est ça qui m'a permis de capitaliser sur cette idée. Alors que sur d'autres idées, comme j'ai pu te partager peut-être dans les vlogs précédents, je n'étais pas encore rentré avec des risques complets. Alors que ici, c'est une décision que j'ai pris de faire. Et alors, comme tu peux le voir, seulement 5 minutes après, ça m'a permis de prendre 4 000 $. Donc 3006, un petit peu moins sur le Nasdaq. Et en fait, j'avais la même idée qui était en train de play out sur le S&P 500, sur laquelle j'étais déjà rentré 30 secondes plus tôt et que par la suite, je n'ai pas su manager. Et d'ailleurs, le S&P 500 n'a pas été à son full target puisque je ne l'ai pas managé en fait. Et j'avais mis un take profit assez conservateur. Et donc lui, il a été trigger bien plus tôt que la target complète au final. Mais donc ici, j'espère que ça t'aura permis un petit peu de comprendre comment je travaille, un petit peu de voir au niveau de mon analyse. Et ici, je voulais en fait te partager un petit peu de valeur par rapport à ma méthode de travail sur les graphiques, sur les marchés. Je vais te poster cette analyse, ce graphique dans le groupe Telegram qui est gratuit, dans lequel je partage toutes mes analyses, mes rapports macroéconomiques. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le rejoindre, ce sera dans la description. Ou alors tu peux scanner le petit QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, une vidéo un petit peu différente, un petit peu à la cool. Donc tu as vu, je t'ai emmené avec moi. Je ne vais pas trop faire de montage sur cette vidéo justement pour que le but c'est que ce soit un petit peu détendu, un petit peu tranquille, comme si tu étais avec moi à côté, qu'on avait passé la journée ensemble. Voilà. Donc ici il va être 17 h. Donc moi je vais te dire ciao. Là c'est vendredi soir. Aujourd'hui ça va être à la cool. Je t'ai expliqué, j'étais pas bien de la semaine. Donc, ça va être bien de pouvoir se reposer du week-end afin de pouvoir tout simplement de nouveau être à fond pour la semaine prochaine et faire des nouveaux gains sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi, je te dis à très bientôt. Salut!